Certains le présentent comme un héros, un patriote. D'autres le qualifient plutôt de trafiquant de drogue. Il a été commissaire de police, il a participé à renverser un président, dirigé une rébellion armée, il a été élu sénateur, il est arrêté par la DIA, condamné aux États-Unis et après sa libération, il est revenu en Haïti en appelant à la révolution. Peu de personnalités politiques haïtiennes ont eu un parcours aussi spectaculaire. Mais derrière le personnage, derrière les slogans, derrière les passions qu'il suscite, que sait-on vraiment de Guy Philippe ? Qui l'a aidé à prendre les armes contre Aristide? Pourquoi les Américains l'ont-ils poursuivi pendant toutes ces années? Son arrestation était-elle légale? Et pourquoi continue-t-il encore aujourd'hui à susciter de l'espoir chez certains? Aujourd'hui, nous allons revenir sur le parcours d'un homme qui, depuis plus de 20 ans, se trouve au cœur de presque toutes les grandes crises politiques haïtiennes. Guy Philippe est né à Pestel le 29 février 1968. Ses parents étaient des producteurs et des commerçants de café. Son père et sa mère sont devenus tous les deux maires de Pestel. Il avait aussi un oncle sénateur et un grand-père général. Il grandit dans un environnement familial où la politique est omniprésente. Il commence sa scolarité à Jérémie avant de s'installer à Port-au-Prince dans le quartier de Canapé-Vert où il poursuit ses études primaires et secondaires chez les frères de Saint-Louis-de-Gonzague. Ses parents voulaient qu'il fasse des études de médecine, mais lui ne rêve que de porter des armes comme son grand-père. Devenir militaire était l'option qui s'imposait à lui. Après son baccalauréat, il part retrouver ses deux frères au Mexique avec le projet de faire des études de médecine comme eux, ses deux frères, conformément aux vœux de ses parents. Il y reste 9 mois, le temps pour lui de confirmer que la médecine, c'était pas son truc. En 1991, Guy Philippe décide de réaliser son rêve de devenir militaire. À seulement 23 ans, il part se former en Équateur. Pendant 3 ans et demi, il reçoit une formation à l'Académie militaire de Quito, la capitale équatorienne. Il déclare être titulaire d'un diplôme de droit obtenu à l'Académie militaire de l'Équateur. Il rentre ensuite au pays pour intégrer les forces armées d'Haïti, mais apprend à son arrivée au pays que le président Aristide a dissous l'armée. Guy Philippe est alors intégré dans la nouvelle force de police nationale, non sans grande difficulté, parce que selon ses dires, Jean-Bertrand Aristide aurait refusé son intégration au sein de la police nationale. Pourquoi ? Parce que l'ancien prêtre se méfiait sans doute de ce jeune militaire ambitieux formé en Équateur et qui avait des alliés dans l'ancienne armée dissoute. Guy Philippe a dû attendre l'arrivée de René Préval au pouvoir pour intégrer l'USGPN, l'unité de sécurité générale du Palais national, comme sous-lieutenant. Il sera ensuite affecté au service de sécurité du président Préval. Après cette expérience, il est nommé commissaire de la ville de Ouanaminthe. Il sera ensuite nommé commissaire de Delma à Port-au-Prince, puis responsable de la police administrative du département du Nord. Il est affecté au Cap-Haïtien. Très vite, le commissaire Guy Philippe va commencer à faire parler de lui. En octobre 2000, il est accusé de tentative de coup d'État contre René Préval. Il s'enfuit en République dominicaine. En décembre 2001, un an après le retour au pouvoir de Jean-Bertrand Aristide, des hommes armés ont tenté de s'emparer du Palais national. Guy Philippe est accusé d'être le cerveau de l'opération depuis la République dominicaine où il s'exile. Le gouvernement tente sans succès de le faire extrader vers Haïti. Mais il reviendra en Haïti de lui-même pour se venger. En février 2004, Guy Philippe quitte la République dominicaine et rejoint un mouvement de rébellion contre Jean-Bertrand Aristide. Accompagné de Louis-Jodel Chamblin, l'ancien tortionnaire du FRAPP, mouvement paramilitaire tristement célèbre pour ses crimes, et de Buter Métayer, frère d'Amio Métayer, ancien partisan zélé d'Aristide et chef de l'armée cannibale, un groupe armé auteur de nombreuses exactions. Devenu trop encombrant pour le pouvoir, Amio Métayer est assassiné en septembre 2003 et ses proches accusent Aristide d'avoir commandité son assassinat. Son frère Buter Métayer jure de le venger. Les rebelles sont constitués d'anciens militaires de l'armée dissoute par Aristide et d'anciens alliés du président comme les membres de l'armée cannibale. Guy Philippe, qui rejoint le mouvement, prend la tête de l'armée des rebelles, baptisée Front pour la libération et la reconstruction nationale. À l'époque, l'ancien commissaire affirme à qui veut l'entendre qu'il n'avait pas d'ambition politique et qu'il ne souhaitait que débarrasser le pays de Jean-Bertrand Aristide. En très peu de temps, Guy Philippe et ses hommes ont réussi à s'emparer de plusieurs villes comme Gonaïves, Hinche,
Cap-Haïtien, etc. Ils sont acclamés par une partie de la population à chaque fois qu'ils prennent une ville et certaines fois, à l'approche même des rebelles, les policiers jettent leurs armes et leurs uniformes avant de s'enfuir. Il faut dire que les rebelles n'hésitent pas à exécuter froidement les partisans d'Aristide ou des proches du gouvernement. Pour Guy Philippe, en ce mois de février 2004, le plus beau cadeau qu'il puisse avoir, c'est de rentrer en vainqueur dans la capitale haïtienne, débarrassée d'Aristide pour fêter son anniversaire le 29 février. Et ses vœux sont réalisés. Aristide quitte le pouvoir pile poil le 29 février 2004, le jour de son anniversaire. Et comme promis, l'ancien commissaire rentre triomphalement dans la capitale accompagné de ses troupes. Après quelques jours d'euphorie, c'est la fin de la partie pour les rebelles. Ils sont contraints de déposer les armes. Louis Jodel Chamblin se rend à la justice afin de répondre de ses crimes pendant le régime militaire qui a suivi le coup d'État de 1991. Dans un procès expéditif, l'ancien responsable du FRAPP est acquitté. Un scandale pour les victimes et les militants des droits de l'homme. Mais pour Guy Philippe, la guerre n'est pas terminée. Car contrairement à ce qu'il avait laissé entendre au début, son objectif est bel et bien la prise du pouvoir. Dès 2005, il annonce sa candidature aux élections présidentielles sous la bannière du Front pour la Reconstruction nationale. Son mouvement de guérilla se transforme désormais en parti politique. Au début, l'ancien rebelle apparaît comme un candidat favori des élections, mais au final, il n'a obtenu moins de 2% des voix. Plus exactement, 1,92% des voix. On comprend à ce moment-là qu'il ne représentait pas grand-chose sur le plan politique. On le croyait pourtant populaire, mais que nenni! Après 2 ans de transition avec Gérard Latortue comme Premier ministre, René Préval revient triomphalement au pouvoir. Pour Guy Philippe, c'est la douche froide. Ses ennemis sont aux commandes et ses ennuis vont commencer. Ce score désastreux de Guy Philippe aux élections nous oblige aussi à nous interroger sur son mouvement de rébellion que les médias avaient présenté comme une armée de rebelles. Combien était-il vraiment ? Certains parlent d'une poignée d'hommes audacieux qui ont su médiatiser leur action et créer l'illusion d'une grande armée marchant sur Port-au-Prince pour déloger Aristide. Et ça a fonctionné. L'ancien prêtre, paniqué par l'arrivée des rebelles et sous pression de la France et des États-Unis, a fini par céder. Une question demeure cependant. Qui a financé cette opération de rébellion armée ? Certains disent que ce sont les Américains, d'autres prétendent que ce serait la France à cause de la demande de restitution de la dette de l'indépendance, ces fameux 21 milliards réclamés par le président Aristide à la France. Mais le principal concerné, à savoir Guy Philippe, rejette catégoriquement ces théories. Dans une interview accordée à Télé-Éclair en Haïti en 2025, il explique que ce sont les acteurs politiques haïtiens et les membres de la bourgeoisie haïtienne qui sont venus le chercher en République dominicaine où il était en exil pour déloger Aristide. D'après l'ancien commissaire, aucune puissance étrangère n'a financé l'opération. Mais d'où venaient les armes, la logistique, l'argent pour les déplacements, etc. Guy Philippe reste évasif sur la question, expliquant que les États-Unis soutenaient Aristide et n'auraient aucun intérêt à le déchouquer. Et la France, qui réglait ses comptes avec l'ancien prêtre, aurait profité de la situation pour le pousser à quitter le pouvoir. Guy Philippe explique tout ça dans le but d'écarter l'idée qu'il serait utilisé par une puissance étrangère, lui qui ne cesse de se présenter comme le chantre de la souveraineté nationale. Il a reproché d'ailleurs à Aristide de ramener des Méorines en Haïti quand il était revenu au pouvoir. Il n'allait quand même pas faire la même chose. Donc selon Guy Philippe, l'opération a été financée par les acteurs politiques de la bourgeoisie haïtienne. Donnera-t-il des noms ? Non, pas pour l'instant. Mais il menace de faire des révélations si on lui cherche des poux. Après le départ d'Aristide en exil, la coalition anti-Aristide vole en éclats. Et la lutte pour le pouvoir entre les anciens alliés peut commencer. Guy Philippe raconte que quelques jours après le départ d'Aristide, lors d'une réunion à l'hôtel El Rancho sur l'avenir politique du pays, où participent les chefs rebelles et plusieurs acteurs politiques dont Himmler Rébu, Charles-Henri Becker, Micha Gaillard, Evans Paul, Paul Denis, etc., un coup de fil de l'ambassade américaine a mis fin à la rencontre. Selon l'ancien commissaire, les leaders ont abandonné la rencontre pour rejoindre une autre réunion organisée par l'ambassade américaine. Et c'est à la radio qu'il aurait appris, quelques jours plus tard, la mise en place d'un comité tripartite et Gérard Latortue comme Premier ministre de transition. Fin de partie pour Guy Philippe.
Il espérait jouer un rôle dans l'après-Aristide, mais il a été mis de côté. On l'a utilisé pour déloger Aristide, maintenant il ne sert plus à rien. Sous le gouvernement de Préval, Guy-Philippe vit désormais reclus dans son fief à Pestel. Et il est déjà, à l'époque, dans le viseur de l'oncle Sam. Le 16 juillet 2007, au petit matin, plusieurs hélicoptères et avions de la DIA ainsi que des policiers haïtiens de l'unité anti-drogue lourdement armés effectuent une descente de lieu dans la résidence de l'ancien commissaire. Mais il a eu le temps de prendre la fuite. Recherché pour ses liens avec le trafic de drogue, Guy-Philippe crie au complot et accuse le gouvernement de René Préval de vouloir se venger. Après cet épisode, l'homme est devenu plus prudent. Il quitte rarement Pestel, mais continue de prendre la parole publiquement et de recevoir régulièrement des journalistes chez lui. Il change sa stratégie politique. Il comprend qu'il doit d'abord renforcer son ancrage local avant de prétendre un destin national. Il est candidat aux élections sénatoriales de 2016-2017 et il est élu. Le 5 janvier 2017, Guy-Philippe vient d'être élu sénateur. Il n'a pas encore prêté serment. Cet après-midi-là, il sort d'une émission à la radio Scoop FM avec le journaliste Gary Pierre-Paul Charles. À sa sortie de l'émission, vers 4 heures de l'après-midi, il est arrêté par la Brigade de lutte contre les stupéfiants, BLTS, et remis à des agents américains de la DIA qui étaient venus le chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Le nouveau sénateur était en train de saluer ses partisans venus l'applaudir quand il est arrêté. Alors qu'il est acclamé par la foule, des policiers participent à l'ambiance. Les gens le touchent et crient son nom. Un policier s'approche de lui fait un sourire amical et l'embrasse. Par cette embrassade, le sénateur est neutralisé. Un autre policier présent lui passe les menottes. Au même moment, d'autres agents ont débarqué d'un pick-up. Ils ont encerclé la zone et ont tiré en l'air pour évacuer la foule et neutraliser toute résistance. Selon Gary Pierre-Paul Charles, animateur de l'émission, qui dit ne pas comprendre ce qui s'est passé, le sénateur n'était pas invité à l'émission. Il était passé à la station et avait pris part à l'émission en direct, comme cela se fait souvent lors des émissions de grande écoute en Haïti. Guy-Philippe est arrêté et remis à des agents de la DIA qui l'embarquent dans un avion pour Miami. La vidéo de l'arrestation du sénateur enflamme les réseaux sociaux. Sur la vidéo, on voit l'ancien rebelle conduit dans l'avion menotté et accompagné par un agent de la DIA qui le tenait par le bras gauche. Alors qu'il s'enfonce dans l'avion, l'agent le tire vers l'extérieur de l'appareil afin de se faire prendre en photo avec lui. Mais cela n'a pas suffi. D'autres agents demandent aussi à être photographiés avec le suspect. On le fait descendre de l'avion et les agents prennent la pose, tout sourire à ses côtés. Guy-Philippe est exposé comme un trophée. Quelle humiliation pour l'ancien rebelle. Les agents ont immortalisé leur moment de gloire. L'avion peut repartir. L'ambassadeur américain en Haïti, Peter Milren, félicite la police haïtienne pour son professionnalisme. Pourquoi c'est à ce moment précis qu'on a arrêté Guy-Philippe? Depuis 2005, Guy-Philippe, nous dit-on, était recherché par la DIA pour trafic de drogue. En plus de ça, il est accusé d'être le commanditaire d'une violente attaque armée contre un commissariat au CAI en mai 2016. Dans un rapport, la police avait conclu que l'attaque a été planifiée au cours d'une rencontre tenue par un groupe de bandits se faisant passer pour des membres de l'ex-force armée d'Haïti sous l'égide de Guy-Philippe. La police lance alors un mandat d'arrêt contre lui. Mais Guy-Philippe nie toute participation à cette affaire. Il n'avait pas l'air de s'inquiéter d'être arrêté par la police. La police n'était pas pressée non plus de l'arrêter car le bonhomme intervenait sur tous les médias et on savait où le trouver. On aurait pu l'arrêter pendant sa campagne électorale pour les sénatoriales parce qu'il était localisé à cause de ses nombreux déplacements. Mais ce n'était pas possible car il jouissait d'une certaine immunité comme candidat. Et une fois élu sénateur, il devait normalement jouir d'une nouvelle immunité due à son nouveau statut de sénateur, mais sauf qu'au moment de son arrestation, il n'avait pas encore prêté serment comme sénateur. Donc les policiers ont choisi cette courte période entre son élection et son installation comme sénateur pour l'arrêter. Il avait le statut particulier de celui qui n'est plus en campagne, mais n'est pas encore parlementaire avec toutes les immunités que lui confère sa fonction.
Permettez-moi quand même de juger que la loi électorale qui accorde une immunité aux candidats et rien aux élus pas encore prêté serment est assez étrange. En réalité, ce n'est pas à cause de cette subtilité de la loi que la police l'arrête à ce moment-là. La police l'a arrêté à ce moment précis à la demande des autorités américaines. Les mandats d'arrêt de la justice haïtienne contre les hommes puissants en Haïti s'appliquent rarement, sauf si c'est une commande des Américains. Disons quelques mots sur l'extradition de Guy Philippe vers les États-Unis. Cette extradition est problématique, voire illégale. Je ne parle pas de son arrestation. La police avait un mandat contre lui et il est accusé de plein de choses, en plus des accusations liées au trafic de drogue. On peut discuter de son arrestation par les policiers haïtiens, mais son extradition vers les États-Unis pose problème. On ne va pas rentrer dans des complexités juridiques déjà abordées par de nombreux juristes haïtiens, mais rappelons quelques faits. Guy Philippe, une fois arrêté, est remis à des agents américains sans être entendu par la justice haïtienne, ce qui est en soi déjà illégal. Ce qu'il faut savoir, c'est que Haïti avait signé un accord bilatéral avec les États-Unis qui permet à la DIA d'intervenir sur le territoire haïtien quand il s'agit de trafic de drogue. Cet accord signé entre le gouvernement de Préval et la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright est désigné sous l'appellation Accord du 17 octobre 1997, date de sa signature. Ironie de l'histoire, cet accord utilisé comme base juridique à l'extradition des citoyens haïtiens vers les États-Unis est signé un 17 octobre, date de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de la nation. Cet accord de coopération vise à mettre fin au trafic de drogue et n'est pas en soi un traité d'extradition entre les deux pays. Le seul traité d'extradition qui existe entre Haïti et les États-Unis date de 1904 et il est dit clairement dans le traité qu'aucune des parties contractantes ne sera tenue de livrer ses propres citoyens. Et si un citoyen devait être extradé, cela devrait relever de la compétence d'un juge. Ce qui n'a pas été fait dans le cas de Guy Philippe. Il est arrêté et livré aux Américains. Disons-le tout de suite, tout accord qui permet à un étranger de venir arrêter un citoyen haïtien sur le sol national est anticonstitutionnel car la Constitution haïtienne dit dans son article 41 qu'aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de quitter le territoire national pour quelque motif que ce soit. Donc, tout traité ou accord qui permette à un État étranger d'intervenir en Haïti viole la Constitution et est tout simplement anticonstitutionnel. Selon le principe de la hiérarchie des normes, la Constitution est au-dessus de toutes les lois et conventions. Point barre. À chaque fois que les Américains entrent en Haïti pour arrêter un citoyen haïtien, la démarche viole la Constitution. Guy Philippe n'est ni le premier ni le dernier citoyen haïtien à avoir été arrêté en Haïti puis transféré vers les États-Unis dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Et cette affaire soulève une autre question. Si les Américains sont capables d'entrer comme ça en Haïti pour arrêter un ancien chef rebelle devenu sénateur, pourquoi ne font-ils pas la même chose avec les chefs de gang qui terrorisent aujourd'hui le pays ? On pourrait me rétorquer que là, ce n'est pas la même chose et que le trafic de drogue dans lequel est impliqué Guy Philippe impacte les États-Unis alors que pour les gangs, c'est une histoire haïtiano-haïtienne. Eh bien non, les gangs ne sont pas qu'une histoire haïtienne. Les armes qu'utilisent les gangs pour terroriser la population et déstabiliser le pays viennent pour la plupart des États-Unis. Cet argument seul suffit pour que les Américains arrêtent et jugent les chefs de gang haïtiens. D'ailleurs, c'est sur la base de cette même logique qu'a eu lieu le procès Jovenel Moïse. Il y a eu un procès dans l'assassinat du président Jovenel Moïse aux États-Unis, tout simplement parce que le complot et les matériels pour l'opération étaient achetés sur le territoire américain. Revenons à Guy Philippe qui est maintenant incarcéré aux États-Unis. En juin 2018, il plaide coupable de blanchiment d'argent pour des sommes reçues illégalement à la fin des années 90 et au début des années 2000. Selon la justice américaine, il aurait reçu plus de 1,5 million de dollars de pots de vin pour assurer le transfert sans encombre de cargaisons de drogue. Il est condamné à 9 ans de prison. Quelques mois après, il fait appel, mais il est débouté et sa condamnation est confirmée en appel le 4 avril 2019.
3 ans plus tard, en 2022, il fait une demande de libération anticipée pour bonne conduite, mais celle-ci sera rejetée par la justice. Toutes ces procédures coûtent de l'argent et l'ex-rebelle n'arrive plus à payer ses avocats aux États-Unis. Il se tourne alors vers Haïti. Il réclame 125 000 $ américains à l'État haïtien comme compensation pour son mandat de 6 ans comme sénateur. Mais la démarche n'a pas abouti. De sa prison, Guy Philippe sait désormais que son destin est scellé. Il doit purger sa peine. Pour ne pas qu'on l'oublie, il fait passer de temps en temps des messages à ses partisans. Des messages parfois diffusés par sa femme. Le 7 septembre 2023, Guy Philippe est libéré après avoir purgé sa peine. En décembre de la même année, il rentre en Haïti en compagnie de plusieurs autres Haïtiens déportés des États-Unis. En Haïti, c'est l'euphorie. Ses partisans manifestent et bloquent plusieurs villes du pays. De son côté, l'ancien sénateur appelle à la révolution. À ce moment-là, il apparaît pour certains comme une alternative crédible face au gouvernement illégitime d'Ariel Henry. Ses partisans croient que le moment est venu pour imposer leur poulain. Là où il passe, l'ancien commissaire draine des foules. Mais les mois passent, rien n'est fait. La révolution de Guy Philippe stagne. En mars 2024, Ariel Henry est bloqué à Porto Rico. Il ne peut plus rentrer à Port-au-Prince à cause des mouvements de protestation dans le pays. Le pouvoir est vacant, mais Guy Philippe est prudent. Il ne semble pas décidé à combler le vide laissé par Ariel Henry. Un conseil présidentiel succède à Ariel Henry à la barbe de notre révolutionnaire. Constatant que le pouvoir lui a complètement échappé, Guy Philippe appelle à un soulèvement pour l'imposer à la tête du pays. C'est un vœu pieux qui restera lettre morte. Plus récemment, dans une vidéo sur les réseaux sociaux, il annonce qu'avant l'échéance du 7 février 2026, date de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition, il est prêt à prendre le contrôle du pays. Qui est Guy Philippe aujourd'hui? Un héros? Un patriote? Un ancien rebelle? Un condamné? Un populiste ou un révolutionnaire raté? Plus de 20 ans après avoir marché sur Port-au-Prince à la tête d'une rébellion armée, Guy Philippe continue de promettre une révolution. Mais cette fois, les armes ne suffisent plus. Et la question demeure, l'ancien chef rebelle est-il encore l'homme du futur ou déjà une figure du passé? Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette émission. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle page d'histoire. Au revoir.